Le jour où mon fils Thomas m'a jeté dehors de ma propre maison, c'était la veille de Noël. La toute première chose qu'il m'a dite après que je lui ai tendu une boîte en fer blanc remplie de sablés de Noël que je venais de faire a été: Mais pourquoi tu ne meurs pas tout simplement? Je suis restée là immobile sur le porche que j'avais balayé chaque matin pendant 45 ans. Le porche où mon défunt mari Robert et moi avions regardé notre garçon faire ses tout premiers pas. J'ai senti le ruban rouge festif de la boîte de gâteaux s'enfoncer dans mes doigts gelés. L'air était vif, piquant, avec cette odeur de pain venant de la couronne de mon voisin et de la neige qui commençait à tomber. Une odeur qui, pour moi, avait toujours signifié la joie, la famille et la chaleur. Mais, en cet instant précis, avec ces 7 mots, prononcés par mon unique enfant, tout mon univers, celui que j'avais si soigneusement et si amoureusement construit entre les murs de cette maison en briques d'Orléans, une maison de 450 000 € entièrement payée, s'est brisée en 1 million de morceaux méconnaissables. J'avais 73 ans, veuve depuis un peu plus d'1 an, et mon fils ma propre chair, mon sang me chassait dans le vent glacial de décembre avec une cruauté qui me semblait plus violente que n'importe quel coup physique. J'ai regardé au-delà de son visage froid, devenu si étranger vers la lueur chaude de la fenêtre du salon. Je pouvais voir le sapin de Noël que j'avais décoré avec ma petite fille la semaine précédente. Ces décorations familières, chacune détenant un souvenir précieux, semblaient maintenant se moquer de moi, depuis un monde qui n'était plus le mien. C'est en ce moment-là que j'ai remarqué la nouvelle serrure en laiton brillant sur la porte. Une porte dont j'avais toujours la clé originale dans ma poche, et une prise de conscience glaçante a commencé à remonter le long de ma colonne vertébrale bien plus froide que l'air de l'hiver. Avant de vous raconter la suite, si mon histoire vous touche, j'aimerais que vous me laissiez un petit mot pour me dire d'où vous m'écoutez ce soir. Savoir que je ne suis pas seule me fait du bien. Vous n'allez pas croire où j'en suis aujourd'hui. Ma vie avant cette épouvantable veille de Noël était ce que l'on pourrait appeler tranquille et ordonnée. Robert et moi avions travaillé dur toute notre vie, lui comme chef d'équipe à l'usine automobile de la région et moi comme secrétaire dans une école primaire, un travail que j'adorais parce qu'il me permettait d'être entourée par les rires des enfants. Nous n'étions pas riches, loin de là, mais nous étions prudents. Nous économisions. Nous payions nos factures à temps. Et le jour dont nous étions le plus fiers, ça a été le jour où nous avons effectué le tout dernier paiement de notre prêt immobilier pour notre maison. Cette petite cérémonie, juste nous deux à la table de la cuisine avec l'avis de crédit remboursé et une bouteille de crément de Loire à 5 €, nous a semblé plus gratifiante que n'importe quel gain au loto. Cette maison, c'était notre forteresse, notre héritage. C'était là que nous avions élevé Thomas à organiser d'innombrables repas de Noël et planifié une retraite remplie de jardinage et de petits-enfants. Quand Robert est décédé d'une crise cardiaque foudroyante l'année précédente, le chagrin a été un océan qui menaçait de me noyer. Mais la maison, elle était mon canot de sauvetage. C'était ma stabilité, mon lien avec lui. Chaque matin, je prenais mon café dans la petite véranda qu'il avait construite, je m'asseyais dans son vieux fauteuil en osier et je lui parlais comme s'il était juste là à côté de moi. Ma routine était mon réconfort. Le mardi, c'était le club de lecture avec les dames de la paroisse. Le jeudi, c'était mon bénévolat à la boutique de cadeaux de l'hôpital. Et les dimanches après-midi étaient réservés à ma petite fille Chloé. Elle était ma lumière, une jeune fille de 17 ans brillante et drôle avec mes yeux et le cœur bon de son grand-père. Mon compte d'épargne, que j'avais minutieusement constitué grâce à ma petite retraite de secrétaire et à l'assurance vie de Robert, contenait un peu plus de 85 000 €. Ce n'était pas une fortune, mais c'était ma sécurité, mon indépendance. Cela signifiait que je ne serais jamais un fardeau pour personne, une promesse que je m'étais faite à moi-même et à la mémoire de Robert. Les ennuis, bien qu'ils se soient déguisés en sollicitude affectueuse, ont commencé environ 6 mois après l'enterrement de Robert. Thomas et sa femme Sophie ont commencé à venir plus souvent. Au début, j'étais ravie. Mon fils avait toujours été un peu distant, très concentré sur sa carrière de commercial. Et Sophie, eh bien, elle et moi, c'était comme l'huile et l'eau. Elle avait une façon de vous sourire tout en vous faisant sentir haute comme 3 pommes. Mais voilà qu'ils apportaient des courses, posaient des questions sur mes rendez-vous chez le médecin et réparaient des petites choses dans la maison. Thomas s'asseyait à la table de la cuisine, la même table où je l'avais aidé à faire ses devoirs pendant des années, et il soupirait le front plissé d'inquiétude. « Maman, on se fait juste du souci pour toi.
disait-il, sa voix dégoulinante d'une fausse sincérité. Cette grande maison toute seule. Et si tu tombais, et si quelqu'un essayait de profiter de toi, tu es toute seule ici. Hein? Si on se tombe d'un canté, monsieur Sitch. Sophie enchaînait, me tapotant la main avec ses doigts parfaitement manucurés. On veut juste faciliter les choses, Hélène. On pensait qu'il serait prudent de mettre le nom de Thomas sur l'acte de propriété de la maison. Tu sais, juste pour des raisons administratives. Comme ça, s'il t'arrive quelque chose, il peut intervenir et gérer les choses sans toute la paperasse du gouvernement. C'est pour ta protection. Cela semblait si raisonnable, si responsable. Ils ont joué sur mes peurs les plus profondes, perdre mon indépendance, devenir un fardeau tombé et n'être retrouvé que des jours plus tard. Ils m'ont fait sentir que ma compétence s'effaçait, que mes 73 ans d'expérience de vie étaient soudainement insuffisants pour gérer mes propres affaires. Ce n'était pas une exigence, c'était une suggestion enveloppée dans le ruban de soie de l'inquiétude d'un fils aimant. Je pensais que je faisais ce qu'il y avait de plus intelligent. Je n'avais aucune idée que j'étais en train de signer l'abdication de ma propre vie. Le jour où c'est arrivé, c'était un mardi de fin octobre, un après-midi d'automne, vif et ensoleillé. Je revenais tout juste de mon club de lecture. Thomas et Sophie m'attendaient, et ils avaient amené un notaire avec eux. Une femme à l'allure sévère qui n'a pas souri une seule fois. Ils avaient étalé tous les papiers sur ma table de salle à manger, cirés juste à côté du vase de chrysanthème que j'avais acheté le matin même. C'est juste un simple acte, maman, m'expliqua Thomas en montrant une ligne de texte juridique dense. Ça ajoute mon nom au titre de propriété. Tu vois, c'est écrit ici en indivision. Ça veut juste dire que quand tu ne seras plus là, la maison me reviendra directement. Pas de succession compliquée, pas de taxes énormes. Ça protège ton héritage pour Chloé. Il faisait sonner ça comme une manœuvre financière tellement habile. Une façon d'honorer le dur labeur de Robert. Sophie s'affairait dans la cuisine préparant du thé. Sa présence était une pression constante et silencieuse. Je me souviens avoir senti un léger tremblement dans ma main au moment de prendre le stylo. Une petite voix qui ressemblait beaucoup à celle de ma propre mère me murmurait que je devrais faire examiner cela par mon propre notaire, mais je l'ai repoussé. C'était Thomas, mon fils. Le questionner reviendrait à l'accuser de quelque chose d'impensable. Alors j'ai demandé « Tu es sûre que c'est la meilleure façon, chérie ?» Et il m'a regardé droit dans les yeux, avec une expression d'une telle sincérité sur le visage. « Maman, je te le jure sur la mémoire de papa, c'est pour te protéger. Je ne ferai jamais rien pour te blesser. Tu peux me faire confiance. » Et je l'ai cru. J'ai ressenti une vague de soulagement en signant mon nom, le tampon du notaire s'abattant sur la page avec un air de finalité. J'avais l'impression de m'être enfin libérée d'un poids, d'avoir sécurisé mon avenir et facilité les choses pour ma famille. Le soulagement était si profond qu'il m'a complètement aveuglée sur le fait que je venais de leur remettre les clés de mon royaume. Avec le recul, le premier signe avant-coureur a été la rapidité avec laquelle leur attention s'est évanouie. Les appels téléphoniques quotidiens se sont raréfiés devenant hebdomadaires, puis ont complètement disparu. Quand j'appelais Thomas, il était trop occupé pour plus d'1 minute de conversation. Gros projet au travail, maman, je dois te laisser. Sophie, elle a tout simplement cessé de répondre à mes appels. Puis de petites hochutes ont commencé à se produire autour de la maison. Un camion d'une entreprise de paysagisme que je ne connaissais pas était garé dans mon allée un après-midi. Quand j'ai interrogé Thomas à ce sujet, il a baissé des dents manieux. « Oh, c'est juste pour un devis pour de nouveaux arbustes, maman. J'essaie de t'aider à maintenir la valeur de la propriété. » Mais je n'ai jamais été consultée sur le choix des arbustes, ni sur le coût. Quelques semaines plus tard, une lettre de ma banque est arrivée concernant une nouvelle ligne de crédit qui avait été ouverte adossée à la maison. J'ai appelé Thomas en panique, mon cœur martelant contre mes côtes. Il a ri pour dédramatiser. « Détends-toi, maman, c'est juste un prêt hypothécaire. C'est un moyen intelligent d'avoir des fonds d'urgence disponibles. On ne l'a pas utilisé, c'est juste là, comme un filet de sécurité pour toi. » Il avait une explication plausible et apaisante pour tout, et chacune d'entre elles me faisait me sentir un peu plus sotte, un peu plus comme une vieille femme confuse qui ne comprenait rien à la finance moderne. Le drapeau rouge le plus douloureux a concerné Chloé. Je lui avais promis 5 000 € de mes économies pour l'aider à payer ses frais d'inscription sur Parcoursup et la caution pour sa chambre d'étudiante. Quand je suis allée à la banque pour retirer l'argent,
La guichetière m'a informé que mon compte d'épargne était presque vide. Il ne restait plus qu'un solde de 174 € et 38 centimes. Le reste, plus de 84 000 euros, avait été transféré au cours du mois précédent vers un compte que je ne reconnaissais pas. Mes genoux ont failli lâcher là, juste devant le comptoir. Quand j'ai confronté Thomas, sa voix est devenue froide. Il a dit: Maman, tu commences à t'embrouiller, on en a parlé. On a déplacé cet argent sur un compte d'investissement à haut rendement pour toi. Il est plus en sécurité là-bas. Mais il n'a voulu ni me donner le nom de la société, ni me montrer le moindre relevé. Il n'arrêtait pas de répéter: Je m'en occupe, fais-moi confiance. Et parce que l'alternative était trop monstrueuse à envisager, j'ai essayé. Je ne savais pas que c'était la dernière fois que je dormirais paisiblement dans mon propre lit. La révélation, le moment où l'illusion si soigneusement construite s'est fracassée, est arrivée la veille de Noël. La journée avait commencé sous de si bons auspices. Je m'étais réveillée tôt, la maison remplie de l'odeur chaude et épicée des sablés qui cuisaient. J'avais passé la matinée à fredonner en écoutant Tino Rossi à la radio, emballant soigneusement des boîtes de gâteaux pour mes voisins et bien sûr pour Thomas, Sophie et Chloé. J'avais appelé Chloé ce matin-là, excitée à l'idée de notre tradition annuelle de regarder La vie est belle ensemble ce soir-là. Mais elle m'avait semblé distante et m'avait dit qu'elle n'était pas sûre de l'heure à laquelle il viendrait. J'avais mis ça sur le compte de l'adolescence, pensant qu'elle était juste occupée avec ses amis. Vers 16 heures, alors que la neige commençait à tomber en gros flocons silencieux, j'ai mis mon bon manteau, j'ai enroulé une écharpe autour de mon cou et j'ai marché les 3 pâtés de maison jusqu'à chez Thomas, ma boîte de gâteaux à la main. Quand je suis arrivée, j'ai vu que leur voiture l'était dans l'allée et que les lumières étaient allumées. J'ai senti une vague de chaleur m'envahir, anticipant les étreintes, la joie festive. J'ai sonné à la porte, mais il n'y a pas eu de réponse. J'ai sonné à nouveau. Finalement, la porte s'est entr'ouverte et Thomas se tenait là, son visage comme un masque de pierre. Il ne m'a pas invité à entrer. Il a juste regardé la boîte de gâteaux, puis moi ses yeux aussi froids que le ciel grisacier. « Qu'est-ce que tu veux » a-t-il demandé. La question m'a abasourdie. « Ce que je veux, je vous ai apporté des gâteaux, chérie, pour Noël. » Mince. Il ne les a pas pris. Il a juste soupiré, un long son exaspéré. « Écoute, on est occupé. Tu ne devrais pas être là. » Et c'est là qu'il l'a dit, ces mots qui resteront gravés dans ma mémoire pour toujours. « Mais pourquoi tu ne meurs pas, tout simplement ?» Il a commencé à refermer la porte, et moi, dans un état de choc pur, j'ai tendu la main pour l'arrêter. « Thomas, mais qu'est-ce que tu racontes ?» C'est alors que Sophie est apparue derrière lui, le visage suffisant. « Il te dit que ce n'est plus ta maison, Hélène », a-t-elle lancé, sa voix dégoulinante de venin. « Tu as signé l'acte, c'est à nous, on a changé les serrures, tu dois partir. » Je les ai regardés fixement, mon esprit refusant d'assimiler leurs paroles. « Il doit y avoir une erreur », ai-je murmuré, la boîte de gâteaux me semblant soudain aussi lourde que du plomb. Thomas a juste secoué la tête. « Pas d'erreur, les serrures sont changées. Notre avocat te contactera pour que tu puisses récupérer tes affaires personnelles. Maintenant, sors de notre propriété. » La porte a claqué, le son résonnant dans la rue silencieuse et enneigée. Je suis restée là immobile, ma propre clé pour ma propre porte d'entrée, soudainement un morceau de métal inutile dans ma poche. Mon monde ne s'était pas seulement brisé, il avait été délibérément et méthodiquement pulvérisé par mon propre fils. Ce qui s'est passé au cours des 3 mois suivants a failli me briser complètement. Les jours qui ont suivi ont été un brouillard de confusion et d'une honte profonde et lancinante. J'ai essayé d'appeler le portable de Thomas, mais je tombais directement sur sa messagerie. J'ai laissé des messages désespérés suppliant le priant de m'expliquer, certaine que tout cela n'était qu'un horrible malentendu. Mais mes appels n'ont jamais été retournés. Quand j'ai enfin réussi à le joindre une semaine plus tard, sa voix était d'un calme glacial. « Maman, tu étais d'accord avec ça. Nous en avons longuement discuté. Tu voulais qu'on reprenne le fardeau de la maison. Tu ne te souviens pas. » Il me parlait comme si j'étais une enfant. Son ton était patient et condescendant. « Nous faisons cela pour ton propre bien. Tu commences à avoir des oublis et nous avions peur que tu perdes la maison à cause d'un escroc. Nous protégeons ton patrimoine. » Ils ont tordu chaque souvenir, chaque conversation, pour qu'elle corresponde à leur récit. Ils m'ont dit que j'avais insisté pour qu'ils prennent la maison, que j'avais pleuré en disant à quel point j'étais dépassée.
Ils ont peint le portrait d'une vieille femme confuse et incompétente, et ils l'ont fait de manière si convaincante que pendant quelques jours terrifiants, j'ai presque commencé à les croire. Cette manipulation mentale était implacable. Quand j'ai réussi à joindre Sophie, elle m'a dit: Honnêtement, Hélène, ta mémoire n'est plus ce qu'elle était. Tu devrais vraiment voir un médecin. Thomas essaie juste de faire ce qu'il y a de mieux pour toi. Il me faisait sentir folle, plantant des graines de doute dans mon propre esprit, m'isolant avec ma peur et ma confusion. C'était une stratégie calculée cruelle, conçue pour me faire abandonner et disparaître. Et ça a presque fonctionné. Les fondations de ma réalité s'effondraient, et c'était eux qui tenaient que les masses. J'ai atterri dans un endroit appelé le Relais Fleuri, un motel miteux en bordure de National, avec de la peinture écaillée et une enseigne au néon qui clignotait. Ma chambre sentait le tabac froid et l'eau de Javel. J'avais réussi à prendre quelques valises de vêtements et ma boîte de papiers importants. Le jour où 2 gendarmes m'ont escorté jusqu'à la maison pour récupérer mes effets personnels, Thomas et Sophie se tenaient là, me regardant leur visage impassible pendant que je tassais à la hâte 45 ans de ma vie dans 3 sacs sous le regard froid et impartial de la loi. Ma belle maison remplie de la mémoire de Robert était maintenant un territoire hostile où j'étais traitée comme une intruse. Ma réalité financière était dure et terrifiante. Mes économies ayant disparu tout ce que j'avais était ma petite retraite qui s'élevait à un peu plus de 1 200 € par mois. La chambre du motel en coûtait 800. Après avoir payé la nourriture et mes médicaments pour le cœur, il ne me restait pratiquement rien. J'ai passé mes journées dans cette chambre sordide, la télévision bourdonnant sans que je l'entende à fixer le plafond taché d'humidité. J'ai pleuré tous les jours, jusqu'à ce que mes yeux soient si gonflés qu'ils ne pouvaient plus s'ouvrir, et que mon corps soit endolori d'un chagrin plus aigu que celui que j'avais ressenti à la mort de Robert. J'ai arrêté de manger et mes vêtements ont commencé à flotter sur ma silhouette qui maigrissait. Je me suis regardée un jour dans le miroir fissuré au-dessus du lavabo et j'ai vu une étrangère me dévisager, une vieille femme décharnée, terrifiée aux yeux hantés. C'était mon point le plus bas. Je me suis assise sur le bord du matelas bosselé et je me suis demandé si cela valait même la peine de se battre. Peut-être que Thomas avait raison, peut-être que je n'étais qu'un fardeau, peut-être que ce serait mieux pour tout le monde si je disparaissais tout simplement. La honte était un poids physique qui m'oppressait la poitrine, m'empêchant de respirer. Je n'arrivais pas à me résoudre à le dire à mes amis du club de lecture ou de la paroisse. Comment expliquer que mon propre fils, le garçon que j'avais élevé, m'avait tout volé et m'avait laissé pourrir dans un motel bon marché? L'isolement était le pire. Thomas et Sophie m'avaient méthodiquement coupé de tout mon système de soutien. Mes appels chez Thomas étaient bloqués. Quand j'essayais d'appeler le portable de Chloé, ça sonnait une fois puis basculait sur la messagerie. Je lui ai laissé des dizaines de messages, ma voix se brisant de larmes retenues, lui disant que je l'aimais, qu'elle me manquait, et que je ne comprenais pas ce qui se passait. J'ai découvert plus tard que Thomas et Sophie lui avaient confisqué son téléphone, lui disant que je faisais une grave dépression nerveuse et que je devais être laissée seule pour mon propre bien. Ils lui ont dit que j'étais dans une maison de repos spécialisée et que les médecins avaient interdit tout contact. Ils ont empoisonné son esprit contre moi. C'était leur acte le plus vicieux. Ils ont répandu des mensonges dans tout notre entourage, racontant à nos amis communs et à nos voisins que j'étais devenue délirante et paranoïaque, que je portais des accusations folles et qu'ils avaient été contraints de prendre en charge mes finances pour me protéger de moi-même. Certaines personnes, à leur honneur, étaient sceptiques, mais d'autres que celles qui ne voyaient que le visage public charmant de Thomas l'ont cru. J'ai vu les regards apitoyés, entendu les chuchotements. Ma réputation, le bon nom que mon mari et moi avions bâti au cours d'une vie d'honnêteté et de travail, était systématiquement détruite. Je me sentais comme un fantôme invisible et inaudible piégé dans un cauchemar qu'ils avaient créé. Mon monde entier s'était réduit aux 4 murs tachés de cette chambre de motel. J'ai passé d'innombrables heures dans cette chambre, mon esprit un véritable champ de bataille. À un moment, j'étais remplie d'une colère juste et brûlante, rejouant chaque mensonge, chaque mot manipulateur. L'instant d'après, je m'effondrais en un tas d'auto-accusations. Quel genre de mère élève un enfant capable de faire ça? La question résonnait dans la pièce silencieuse, un refrain constant et tourmentant. J'ai disséqué chaque moment de l'enfance de Thomas, cherchant l'indice que j'avais dû manquer. Le tournant où mon fils aimant était devenu cet étranger froid et calculateur.
Était-ce la fois où je ne lui avais pas acheté le vélo cher que tous ses amis avaient? Avais-je été trop stricte ou pas assez? Je me torturais avec ces questions impossibles. J'ai commencé à croire leur version, à intérioriser leurs mensonges. Peut-être qu'ils avaient raison. Peut-être que j'étais trop vieille, trop naïve, trop confiante. Peut-être que je perdais la tête. La confiance que j'avais portée en moi, toute ma vie, cette assurance tranquille d'une femme qui avait géré un foyer, élevé une famille et navigué dans le monde avec compétence et grâce avait complètement disparu. Je me sentais nulle, stupide et totalement seule. J'avais perdu plus que ma maison et mon argent. J'étais en train de perdre le sens de ma propre identité. La personne que j'avais été pendant 73 ans s'effaçait remplacée par la vieille femme confuse et impuissante qu'ils avaient créée. Et dans les heures les plus sombres de la nuit dans cette chambre de motel solitaire, je me demandais si cette femme était tout ce qu'il me restait. Et puis quelque chose s'est produit qui a tout changé. Cela a commencé par un appel téléphonique auquel j'ai failli ne pas répondre. C'était un mardi après-midi, environ 3 mois après cette horrible veille de Noël. J'étais allongée sur le lit à fixer le plafond quand mon petit téléphone a clapé bon marché à Vromby sur la table de nuit. L'écran affichait un numéro inconnu. Mon premier réflexe a été de l'ignorer. Je ne voulais parler à personne, mais quelque chose m'a poussée à le prendre. Ma voix était rauque à force de ne pas l'utiliser quand j'ai répondu « Allô ». Il y a eu une pause puis une voix familière et affolée à l'autre bout du fil. « Mamie, oh mon Dieu ! Mamie, c'est toi, c'était Chloé. » J'ai fondu en larmes, un flot de soulagement, d'amour et de douleur tout à la fois. « Chloé, ma chérie, c'est toi. » Elle pleurait aussi. « Mamie, où es-tu? Maman et papa m'ont dit que tu étais dans un hôpital spécialisé, que tu étais malade et que tu ne pouvais parler à personne. J'ai été si inquiète. J'ai enfin récupéré mon téléphone et j'ai trouvé ce numéro dans une de tes vieilles cartes d'anniversaire. Est-ce que tu vas bien? » Je lui ai tout raconté. Les mots sont sortis de moi comme un torrent. La maison, l'argent, les serrures, les mots cruels la veille de Noël. Je lui ai dit que je vivais dans un motel près de la Nationale. Il y eut un long silence à l'autre bout, et puis sa voix est revenue. Ce n'était plus la voix d'une adolescente, mais celle d'une femme remplie d'une fureur froide et dure. Ils m'ont menti. Ils ont menti surtout. Et puis elle a dit les mots qui m'ont sauvé la vie. « Ah, mamie, ce n'est pas juste. Rien de tout ça n'est juste. Ce n'est pas de ta faute. On va se battre. Attention. M'attendez-t'inquiète. » Pour la première fois depuis des mois, une minuscule lueur d'espoir s'est rallumée dans ma poitrine. Quelqu'un me croyait. Quelqu'un était de mon côté. Chloé a été une véritable force de la nature. L'après-midi même, elle a pris un bus et s'est présentée à ma chambre de motel. Au moment où elle m'a vue, son visage s'est décomposé. Elle m'a serré fort dans ses bras et je pouvais sentir la colère juste qui émanait d'elle. Elle n'a pas vu une vieille femme confuse. Elle a vu sa grand-mère qui avait été terriblement lésée. Ce jour-là, elle a emménagé avec moi dormant sur un lit de camp bosselé. Elle a utilisé son ordinateur portable et le Wi-Fi aléatoire du motel pour devenir une experte en matière d'abus financiers sur personnes âgées. Elle a passé des heures en ligne imprimant des articles et des textes de loi du Code civil français. Elle m'a lu des histoires d'autres personnes, d'autres parents et grands-parents qui avaient été exploités par leur propre famille. Pour la première fois, j'ai réalisé que je n'étais pas seule. Ce qui m'était arrivé portait un nom. En France, on appelle ça un abus de faiblesse. Ce n'était pas seulement un différend familial, c'était un délit. Nous avons appris des concepts comme le vice de consentement et le détournement de fonds. Chloé a trouvé le numéro d'une association d'aide juridique gratuite à Orléans et m'a pris un rendez-vous. Elle s'est assise à côté de moi pendant que je racontais mon histoire à une jeune avocate aux yeux vifs, maître Valérie Simon, qui a écouté patiemment prenant des notes abondantes. Maître Simon a regardé l'acte de propriété que j'avais sauvé. Elle m'a dit « Hélène, le fait qu'il n'y ait eu aucune contrepartie financière pour le transfert de votre propriété, combiné au siphonnage de vos comptes bancaires, constitue un dossier très solide pour abus de faiblesse. » Elle m'a expliqué mes droits, les voies légales que nous pouvions poursuivre. Elle m'a dit qu'il n'était pas trop tard pour se battre. En quittant ce bureau tenant la main de Chloé, j'ai senti un changement profond en moi. Le désespoir qui avait été mon compagnon constant pendant 3 mois était chassé par un sentiment nouveau et inconnu. Pour la première fois depuis des mois, je n'étais pas triste.
J'étais en colère, et la colère, j'ai appris, est un bien meilleur carburant que le désespoir. Cette rage tranquille et bouillonnante est devenue ma motivation. L'image du visage froid de Thomas la veille de Noël, le souvenir du sourire suffisant de Sophie, ce n'étaient plus des sources de douleur mais des sources de force. J'ai pris une décision là sur le parking de l'aide juridique. Je n'allais pas m'éteindre dans un motel miteux. Je n'étais pas la femme confuse et incompétente qu'ils avaient essayé de faire de moi. J'étais Hélène Dupont et j'allais me battre pour ma maison, mon argent et ma dignité. Mon premier petit acte de résistance a été d'aller à la banque. Avec Chloé à mes côtés, je suis allée dans une autre agence et j'ai parlé au directeur. J'ai calmement et clairement expliqué que mon fils avait transféré plus de 84 000 € de mon compte d'épargne sans mon consentement éclairé. J'ai rempli une déclaration de fraude. C'était un petit pas, mais c'était le mien. Je n'étais plus une victime passive. Ce soir-là, Chloé m'a aidée à installer un petit magnétophone qu'elle avait acheté dans un magasin d'électronique. Maître Simon, notre avocate, nous avait expliqué que la loi française était très stricte sur les enregistrements à l'insu des gens. Cependant, avait-elle dit dans une procédure civile comme la vôtre, si c'est votre seule façon de prouver le dol et la manipulation, un juge pourrait l'accepter comme commencement de preuve. C'est un risque, mais un risque calculé. La prochaine fois que Thomas appellerait, et je savais qu'il finirait par le faire pour voir si j'avais enfin craqué, je serais prête. J'avais fini de pleurer. Il était temps de reprendre ma voix. Les semaines suivantes ont été un tourbillon d'activités ciblées. Chloé et moi sommes devenus une équipe de détectives déterminés. Nous avons épluché la boîte de papier que j'avais réussi à sauver de la maison, organisant tout chronologiquement. Nous avons trouvé de vieux relevés de compte montrant mon solde d'épargne confortable avant le début des transferts. Nous avons retrouvé l'acte de propriété original de la maison signé par Robert et moi 45 ans plus tôt. Maître Simon, notre avocate, a déposé une plainte officielle à la gendarmerie pour vol et abus de faiblesse sur personnes vulnérables en mon nom. Elle nous a également mis en contact avec une enquêtrice des services sociaux, une femme aimable mais pragmatique nommée Maria, qui m'a interrogée pendant des heures, documentant chaque détail de la manipulation de Thomas et Sophie. La preuve la plus cruciale est arrivée une semaine plus tard. Thomas a appelé. Voir son nom sur l'écran de mon téléphone a fait battre mon cœur à tout rompre, mais j'ai pris une profonde inspiration. J'ai appuyé sur le bouton d'enregistrement de la petite machine que Chloé avait installée et j'ai répondu. J'ai joué le rôle de la femme confuse et abattue qui l'attendait. J'ai pleuré un peu. Je lui ai dit qu'il ne me restait plus d'argent pour la nourriture. Sa réponse a été d'un pragmatisme glacial. « Maman, tu dois faire une demande d'aide sociale. La maison nous coûte une fortune en taxes et en entretien. On a dû prendre un énorme pré-relais, juste pour payer le nouveau toit. » Un nouveau toit, j'avais fait refaire le toit 2 ans seulement avant la mort de Robert. C'était un mensonge, et maintenant je l'avais sur bande. Il a continué expliquant comment il avait investi mes économies pour moi, mais que le marché avait connu une baisse. D'autres mensonges. Il n'a pas offert de m'aider une seule fois. À la fin de l'appel, il a dit « Accroche-toi, maman. Souviens-toi tout ça, c'est pour ton bien. » Cet enregistrement, comme Maître Simon me l'a dit plus tard, a été le clou de son cercueil. Il démontrait son contrôle total sur mes finances et son mépris insensible pour mon bien-être, tout cela de sa propre voix. Il pensait que j'avais abandonné. Il n'avait aucune idée de ce qui les attendait. Notre avocate, Maître Simon, a agi rapidement. Elle a engagé une procédure civile contre Thomas et Sophie, exigeant la restitution immédiate du titre de propriété de ma maison et le remboursement intégral de mes économies volées, plus des dommages et intérêts. L'assignation comprenait également une demande d'ordonnance de référé pour les empêcher de vendre la maison ou de tirer davantage sur la ligne de crédit qu'ils avaient ouverte. Le jour où les papiers leur ont été signifiés a été, m'a-t-on dit, toute une scène. Un huissier de justice leur a remis les épaisses enveloppes juridiques à la maison, ma maison, alors qu'ils organisaient un dîner. L'assignation en justice a provoqué une onde de choc dans leur monde si soigneusement arrangé. Soudain, ils n'étaient plus le fils et la belle-fille dévoués s'occupant d'une mère malade. Ils étaient défendeurs dans un procès pour exploitation de personnes âgées. Leur téléphone s'est mis à sonner. Les amis et les voisins qui avaient entendu leur version de l'histoire entendaient maintenant la mienne, soutenue par tout le poids de la loi.
Nous avons également déposé une plainte formelle auprès des services sociaux qui ont lancé leur propre enquête. L'enquêtrice Maria a interrogé leurs amis, leurs voisins et même leurs employeurs. Leur façade soigneusement construite a commencé à se fissurer. L'une des plus grandes victoires a été lorsque Maître Simon a demandé par voie de justice les relevés bancaires du prêt hypothécaire. Il s'est avéré qu'ils avaient tiré plus de 60 000 euros. Le relevé montrait des achats dans des grands magasins de luxe, un acompte pour une nouvelle BMW pour Sophie et un voyage aux Antilles. Il n'y avait pas de nouveau toit. Tout était un mensonge. Et maintenant, nous avions les reçus pour le prouver. La confrontation que j'avais à la fois redoutée et ardemment désirée a eu lieu lors de la déposition. Cela s'est tenu dans une salle de conférence stérile d'un cabinet d'avocats du centre-ville. J'étais assise d'un côté d'une longue table vernie avec Maître Simon et Chloé. Thomas et Sophie étaient assis de l'autre côté avec leur avocat à l'allure coûteuse. Thomas évitait mon regard fixant un bloc-notes. Sophie, en revanche, me foudroyait du regard avec une haine pure et sans mélange. Leur avocat a commencé par m'interroger, essayant de me dépeindre comme confuse et vindicative. Il m'a posé des questions sur ma mémoire, ma santé, mes conversations avec Thomas. J'ai répondu à chaque question calmement et clairement, exactement comme Maître Simon m'avait entraîné à le faire. Je n'ai pas pleuré, je n'ai pas crié, j'ai simplement dit la vérité. Puis, ce fut au tour de Maître Simon d'interroger Thomas. Elle a commencé doucement lui posant des questions sur sa relation avec moi, sur sa supposée inquiétude pour mon bien-être. Il a débité les mêmes mensonges qu'il m'avait racontés. Sa voix était douce et confiante. Il m'aidait, il me protégeait. Alors, Maître Simon a dit « Monsieur Martin, vous avez mentionné que vous avez utilisé la ligne de crédit hypothécaire pour payer un nouveau toit sur la maison de votre mère. Est-ce exact ?» « Oui, c'est exact, a-t-il dit en hochant la tête. Maître Simon a alors placé une pile de relevés bancaires sur la table. Pouvez-vous, s'il vous plaît, me montrer le paiement de ce toit dans ces relevés ? Le visage de Thomas était devenu blême alors qu'il regardait les documents, la longue liste de dépenses personnelles somptueuses. Il a bafouillé, incapable de répondre. Alors, Maître Simon a fait jouer l'enregistrement. La salle de conférence était silencieuse tandis que la voix de mon fils emplissait l'air me parlant du nouveau toit inexistant et du retournement de marché qui avait englouti mes économies. Quand l'enregistrement s'est terminé, j'ai regardé directement Thomas. Pour la première fois, il a croisé mon regard. Je n'y avais pas vu de remords, mais de la peur. Une peur pure et paniquée. Ses mensonges s'étaient effondrés. Il savait qu'il avait perdu. C'est là que j'ai su que c'était la guerre. La justice, j'ai appris, ne ressemble pas toujours à ce que vous pensez, mais elle a quand même un goût sucré. Face à la montagne de preuves, les relevés bancaires, l'enregistrement, le rapport, le rapport accablant de Maria des services sociaux, l'avocat de Thomas et Sophie leur a conseillé de négocier une transaction. Il savait que si cela allait devant un tribunal, non seulement il perdrait, mais il pourrait aussi faire face à des poursuites pénales pour fraude et abus de faiblesse. Les négociations de l'accord ont été tendues. Ils se sont battus pour chaque euro, chaque clause, mais au final, nous avions toutes les cartes en main. Le jugement final a été rendu par un juge 2 mois plus tard. C'était une victoire totale. L'acte de propriété a été déclaré nul pour vice de consentement et fraude. Le titre de propriété de ma maison devait m'être immédiatement et uniquement restitué. Thomas et Sophie ont reçu l'ordre de quitter la propriété dans les 30 jours. De plus, ils ont été condamnés à rembourser l'intégralité des 84 825 euros et 62 centimes qu'ils avaient de prix de mes économies, plus les 62 450 euros qu'ils avaient tirés de la ligne de crédit hypothécaire. Avec les intérêts et les frais de justice, le jugement total à leur encontre s'élevait à près de 200 000 euros. Je me souviens d'être assise dans la salle d'audience, entendant les mots du juge et ne ressentant pas une vague d'euphorie, mais un profond et calme sentiment de justification. Thomas et Sophie étaient assis là, le visage de pierre, tandis que leur monde s'effondrait. Ils ont dû vendre leur propre maison, celle dont ils avaient été si fiers pour honorer le jugement. Ils ont également dû vendre la nouvelle BMW de Sophie. Aux dernières nouvelles, après m'avoir payé ainsi que leurs avocats, il ne leur restait plus grand-chose, et ils louaient un petit appartement dans une ville à 50 kilomètres de là. Le fils qui avait jeté sa mère dehors la veille de Noël, en lui disant de mourir, se retrouvait maintenant de fait lui-même sans abri. Le jour où j'ai récupéré les clés de ma maison a été à la fois merveilleux et étrange.
Chloé et moi avons franchi la porte d'entrée et la première chose que j'ai remarquée, c'est que je ne m'y sentais plus chez moi. Ils y avaient vécu pendant près d'un an. Ils avaient repeint le salon dans une horrible nuance de gris et remplacé mon confortable canapé à fleurs par un monstre froid en cuir noir. Mes effets personnels, mes photos, mes livres, mes petits bibelots avaient disparu, probablement vendus ou jetés. Il a fallu des mois pour que je m'y sente à nouveau chez moi. Chloé et mes amis du club de lecture m'ont aidé à repeindre et nous sommes allés chez Emmaüs et dans les brocantes pour trouver des meubles qui me ressemblaient. J'ai récupéré presque tout l'argent qu'ils m'avaient volé, un peu plus de 180 000 euros au final. Je l'ai placé dans une nouvelle banque sous la direction d'un conseiller financier que Maître Simon m'avait recommandé. Mais certaines choses étaient perdues à jamais. Le sentiment de sécurité absolue dans ma propre maison avait disparu. La relation avec mon unique enfant était irrévocablement détruite. Je ne lui ai pas parlé depuis le jour de la déposition et je ne crois pas que je le ferai un jour. La trahison a fracturé toute notre famille élargie, certains parents prenant son parti, d'autres me soutenant. Noël et les grands repas de famille sont maintenant des affaires tranquilles. Mais à travers cette dévastation, des alliés inattendus ont émergé. Mon lien avec Chloé est maintenant indestructible. Elle est plus pour moi comme une fille qu'une petite fille. Mes amies de la paroisse qui ont été horrifiées quand elles ont appris la vérité se sont ralliées autour de moi avec des plats cuisinés, des prières et un soutien indéfectible. J'avais perdu un fils, mais j'avais gagné une appréciation plus profonde de la vraie signification de la famille et de la communauté. Même avec la victoire, les cicatrices demeurent. Je ne pense pas qu'elles disparaîtront un jour complètement. Pendant longtemps, je sursautais à chaque fois que le téléphone sonnait, mon estomac se nouant d'anxiété. Je suis maintenant farouchement, presque obsessionnellement protectrice de mes finances. Je lis chaque ligne de chaque document que je signe et je fais examiner par un avocat tout ce qui est plus compliqué qu'un reçu d'épicerie. J'ai du mal à faire confiance aux motivations des gens, cherchant toujours l'angle caché. La manipulation mentale de Sophie et Thomas a laissé une blessure profonde. Je me surprends parfois encore à douter de ma propre mémoire, de mes propres perceptions, et je dois consciemment me rappeler que je suis vive d'esprit capable et saine. J'ai des nuits où je me réveille en sueur froide, rêvant que je suis à nouveau enfermée dehors de ma propre maison, debout sur le porche, sous la neige qui tombe. Mais j'ai aussi découvert en moi une force que je ne soupçonnais pas. J'ai appris que je ne suis pas une vieille femme fragile qui a besoin d'être protégée. Je suis une survivante, je suis une combattante qui, poussée à la limite absolue, a trouvé le courage de se défendre non seulement pour sa maison, mais pour elle-même. La femme qui est sortie de ce tribunal n'était pas la même femme brisée qui s'était enregistrée au Relais Fleuri. Elle était plus forte, plus sage, et avait une colonne vertébrale en acier trempé. Aujourd'hui, ma vie est cédie paisible, mais c'est une nouvelle forme de normalité. Je vis dans ma maison qui me semble à nouveau être un sanctuaire. J'ai planté un jardin de roses devant une touche de beauté provocante. Ma routine quotidienne est à peu près la même café sur la véranda club de lecture le mardi. Mais c'est moi qui suis différente. J'ai établi des limites fermes. Je ne ressens plus le besoin d'être sans cesse accommodante à mes propres dépens. Chloé est dans sa première année d'université. Elle étudie le droit, figurez-vous. Elle m'appelle absolument tous les jours. Les gens dans ma vie maintenant sont ceux qui ont prouvé leur loyauté, ceux qui ont vu ma valeur quand je ne pouvais pas la voir moi-même. Je fais du bénévolat auprès d'une association locale de prévention des abus envers les personnes âgées, partageant mon histoire et aidant les autres à naviguer dans le système. Cela me donne un but, le sentiment que mon expérience douloureuse peut être utilisée pour faire le bien dans le monde. Je sécurise mon avenir selon mes propres termes. J'ai mis en place une fiducie avec Chloé comme exécutrice et un avocat de confiance comme cofiduciaire. Plus personne ne profitera de moi. J'ai appris que la plus grande sécurité ne vient pas d'une maison payée ou d'un compte en banque bien garni, mais de la confiance en son propre instinct et de la connaissance de sa propre force. Avec le recul, la leçon la plus importante que j'ai apprise est que l'abus financier porte souvent le masque de l'amour et de l'inquiétude. Il commence par de petites suggestions des offres d'aide qui érodent lentement votre indépendance. L'un des plus grands signaux d'alarme que j'ai manqué a été le fait d'être poussé à signer des documents à la hâte sans les faire examiner par mon propre avocat ou notaire indépendant. Ne signez jamais, jamais rien sous pression, surtout lorsque cela implique votre maison ou les économies de votre vie.
J'ai aussi appris que la honte est l'arme la plus puissante de l'abuseur. J'étais tellement embarrassée que j'ai failli ne le dire à personne, ce qui est exactement ce sur quoi Thomas et Sophie comptaient. Ils se nourrissent de notre désir de garder les problèmes familiaux privés, mais le secret permet à l'abus de s'infecter et de grandir. Parler n'est pas un signe de faiblesse, c'est un acte d'une immense puissance. L'exploitation financière des personnes âgées est terriblement courante, et il ne s'agit pas d'être stupide ou naïf. Ce sont des manipulations sophistiquées, souvent perpétrées par les personnes en qui nous sommes conditionnés à avoir le plus confiance. Cela peut arriver à n'importe qui. Au moment où vous sentez que vous perdez le contrôle de vos propres affaires, au moment où quelqu'un commence à vous faire douter de votre propre esprit, c'est le moment de demander de l'aide. Si vous regardez ceci aujourd'hui, et qu'une partie de mon histoire vous semble familière, s'il vous plaît, écoutez-moi. Vous n'êtes pas seul. Ce qui vous arrive n'est pas de votre faute. Vous n'êtes pas un faux panque, vous n'êtes pas un fardeau, vous n'êtes pas confus et vous ne réagissez pas de manière excessive. Il n'est jamais trop tard pour se défendre. Votre premier pas peut être un appel confidentiel à une association d'aide aux victimes ou à une aide juridique. Dites-le à une personne en qui vous avez une confiance absolue, un ami, un membre de votre paroisse, un autre membre de la famille. Le simple fait de dire les mots à voix haute à quelqu'un qui vous croit est le premier pas hors de l'obscurité. Vous avez le droit d'être en colère. Votre colère est valide. Utilisez-la comme carburant. Vous avez droit à votre maison, à votre argent et à votre dignité. La vie peut redevenir belle. Je suis la preuve vivante que l'on peut revenir du gouffre, que l'on peut reconstruire sa vie, que l'on peut trouver la paix et la sécurité de l'autre côté de la tempête. Ne laissez personne éteindre votre lumière. Je suis différente maintenant. Plus prudente, oui, mais je ne suis pas amère. J'ai appris à distinguer la gentillesse authentique du charme manipulateur. Je suis reconnaissante pour les choses simples, le soleil du matin sur ma véranda, l'odeur de mes roses, le son du rire de Chloé au téléphone. Ma relation avec elle est le plus grand trésor de ma vie, un lien forgé dans la crise et renforcé par la loyauté. Si je pouvais donner un seul conseil à la femme que j'étais, ce serait celui-ci. Ta gentillesse est une force, mais ne la confonds pas avec une faiblesse chez les autres. Fais confiance à ton instinct, à cette petite voix à l'intérieur qui murmure quand quelque chose ne va pas. Et sache que tu es bien plus résiliente que tu ne peux l'imaginer. En fin de compte, je ne veux pas qu'on se souvienne de moi comme de la pauvre vieille femme dont le fils a volé la maison. Je veux qu'on se souvienne de moi comme de la femme qui s'est battue et qui a gagné. J'ai trouvé ma voie dans le chapitre le plus sombre de ma vie et j'ai l'intention de l'utiliser aussi longtemps que je le pourrai. Survivre était une victoire. Mais me défendre ça, c'était mon triomphe. Merci de m'avoir écouté.